Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous sommes arrivés au 117e SITREP, nous sommes le 1er décembre, dernier mois de l'année 2018. Et puis on peut constater que l'événement majeur dont on va parler dans ce SITREP-là a engendré également un surcroît de bombardements dans la DNR, enfin dans la RPD, suivant comme on l'appelle, et que c'est pas forcément bon signe, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, je pense que les conséquences de ce qui s'est passé dimanche dernier, donc ça va être le gros du rapport de situation. Je m'en excuse auprès de nos auditeurs, mais c'est un événement majeur quand même ce qui s'est passé, cette provocation ukrainienne, qui va avoir des conséquences non seulement ici dans le Donbass, mais aussi à l'international vis-à-vis de la Russie, mais aussi des réactions éventuelles, entre autres de Washington, puisque pour l'instant l'Union européenne joue un petit peu les timides. En tout cas, donc du point de vue militaire, du 24 au 30 novembre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 135 reprises. Donc on est à plus que la semaine dernière, on était à 108 si je me souviens bien, durant lesquelles elle a tiré 55 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là aussi, on est en hausse. Mais aussi des munitions de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, systèmes de défense antiaérien, lance-grenades et armes légères qui nous portent quand même à un total de 1247 munitions. On est à presque le double quand même de la semaine passée. On était à un peu moins de 700 la semaine passée. Donc là, on a bien grimpé quand même en termes de nombre de munitions. Il faut y rajouter les 19 violations et 90 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Ces bombardements ont fait 2 morts parmi les soldats de la RPD, portant donc le total depuis le 1er janvier 2018 à 154 personnes tuées en RPD. 6 habitations ont aussi été endommagées à Golmovski, Vassilievka et Zaïtsevo, et on en a 2 de plus qui ont été endommagées à Staromikhailovka durant les dernières 24 heures. On avait longuement parlé de l'usage de ces drones largueurs de grenades, explosifs et autres joyeusetés, ça se poursuit. Là, en un mois, les forces armées ukrainiennes en ont utilisé 7, dont 6 ont été abattus par l'armée de la RPD. Méthode terroriste, hein. Oui, méthode terroriste, on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas ? Suite donc justement à l'introduction de la loi martiale en Ukraine, dont je vais reparler par après, la RPD et la RPL craignent une tentative d'offensive de la part de l'armée ukrainienne, surtout après l'arrivée d'instructeurs britanniques au sein des forces armées ukrainiennes et d'un conseiller militaire américain auprès du ministère ukrainien de la Défense. C'est là maintenant, ils montent carrément tout en haut. C'est même plus le stade instructeur, tu vois, qui enseigne aux soldats. Là, on a carrément le gars qui va dire au ministre de la Défense ukrainien quelle stratégie adopter. À part ça, les États-Unis ne font pas d'ingérence. C'est ça révèle très bien la partie prenante nette et claire des États-Unis dans cette affaire. Ouais, là, franchement, plus dire que ça, tu meurs. En tout cas, pour ce qui est des instructeurs britanniques, il semble qu'ils doivent enseigner aux soldats ukrainiens comment commettre une attaque chimique. Tiens, ça va nous rappeler des trucs. Oui. Une provocation qui devrait servir de prétexte à Kiev pour lancer, en tout cas pour essayer de lancer une offensive contre le Donbass, parce que vu l'état de leur armée, je vois pas bien comment ils vont y arriver. Mais en tout cas, ça a l'air d'être dans leur plan, puisque face à Gorlovka, dans la zone occupée par Kiev, donc des professionnels médicaux, donc médecins, infirmières, etc., sont formés à venir en aide à des personnes exposées à des agents chimiques. Entraînement fourni par ces instructeurs britanniques sur base de l'expérience des casque blanc, tata, hein, tiens, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. On retrouve. Ils ont été recyclés les casques blancs. Hein. Vous vous demandez où est-ce qu'ils allaient atterrir. Bon voilà. C'est encore un exemple qui montre que la guerre en Syrie et la guerre dans le Donbass, c'est exactement finalement des théâtres d'opérations jumeaux. Différentes, mais de la même guerre, quoi. C'est exactement la même chose. Il semble que c'est la 72e brigade des forces armées ukrainiennes qui est chargée de cette saloperie. Il semble qu'un plan de sabotage de l'usine Styrol située en RPD est aussi prévu pour faire diversion et occuper les unités de la République. Alors pourquoi faire diversion ? Parce que dans le même temps, une grande partie des forces armées ukrainiennes comprenant plusieurs brigades se concentrent près de Mariupol pour préparer un assaut, semble-t-il, en décembre. Bon, ça promet quand même un beau désastre, comme l'a souligné Édouard Bassourine, parce que il a quand même signalé que les 3 brigades qui sont concentrées, à savoir la 79e brigade d'assaut aérien, la 36e brigade de marine et la 128e brigade de montagne, sont toutes des troupes de choc d'élite. Et que concentrer comme ça, les utiliser de façon abusive de cette façon, en mettant toutes tes troupes de choc ensemble au même endroit, c'est une erreur tactique flagrante
qui va entraîner encore de lourdes pertes. J'en veux encore pour preuve. Là, ils ont fait une tentative, là, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai vu l'information juste avant qu'on tourne le site rep, en RPL, là, un groupe de diversion ukrainien qui a tenté de passer les lignes. Bon, ils se sont pris dans un champ de mines, comme d'habitude. Sur la vingtaine de soldats ukrainiens qui ont tenté de passer, 5 morts, 8 blessés. Ouais, ben, ils comprennent toujours pas. Non. Ah bon, en tout cas, des plans aussi foireux, hein, ça révèle quand même bien l'incompétence totale du commandement, hein, de la fameuse opération des forces conjointes, là, le fameux Sergueï Naïev, hein, qui a l'air d'être prêt à sacrifier ses hommes, hein, pour sa fidélité à Poroshenko et son amour pour les cascades publicitaires, hein, pour atteindre des buts assez douteux. Il est sous chocolat. Ils espèrent arriver à avoir une petite victoire pour gagner les élections. Je crois qu'ils sont très mal partis quand même. Ouais, mais il est peut-être sous chocolat magique aussi, lui. Hein. C'est peut-être possible, ouais. Hein. Ouais. En tout cas, dans le même temps, un certain nombre d'armes lourdes sont approchées de la ligne de front, vers Gorlovka, entre autres. Les services de renseignement de l'RPD ont ainsi découvert le déchargement à la gare de Konstantinovka de 16 mortiers automoteurs Nona S de 120 mm, 10 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm et 10 lance-roquettes multiples grades de 122 mm. Il semble que l'ordre a été donné aux soldats ukrainiens d'abattre tout drone qui franchirait qui serait près de la ligne de contact, même ceux de l'OSCE, entre autres pour cacher ce déploiement d'armes lourdes. Bon, bah, si l'OSCE a encore un drone qui disparaît, c'est pas la peine de venir nous demander ce qui est advenu, vous le saurez. Ouais, c'est pour la première fois d'ailleurs. Hein. Non. Donc, on va parler maintenant de la situation en Ukraine, mais un peu au-delà. Donc, cette provocation dans le détroit de Kerch, hein, donc, qui a eu lieu le 25 novembre, donc le dimanche, après notre dernier site rep. Suite à ce désastre, la situation autour de la mer d'Azov a dégénéré en scandale international. Alors, pour rappel, la mer d'Azov borde à la fois l'Ukraine et la Russie. Hein, c'est une mer intérieure aux deux pays. Tu ne peux y accéder que via le détroit de Kerch depuis la mer Noire. Donc la Russie et l'Ukraine ont un accord pour réglementer la circulation dans cette mer et dans le détroit qui y mène. Jusqu'ici, les choses se passaient sans accroc, même après la réintégration de la Crimée au sein de la Fédération de Russie, jusqu'en mars 2018, donc où l'Ukraine a raisonné un bateau russe, le Nord, et arrête son équipage. La situation s'aggrave alors, la Russie commence à fouiller les bateaux entrant en mer d'Azov, puisque c'est le moment où elle terminait la construction du pont de Crimée, hein, donc, parce qu'en fait, s'ils fouillent, c'est pour assurer la sécurité du pont, hein, vu que un bon petit paquet de tarés ukrainiens ont appelé à faire péter le pont, hein, c'est un petit peu logique. Hein, donc, contrairement à ce que la propagande ukrainienne peut gueuler, ça vise pas à asphyxier les ports ukrainiens, mais à assurer la sécurité. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est que 48% des bateaux qui sont fouillés d'avril à octobre 2018 se dirigeaient ou venaient de ports russes, hein, donc il n'y a pas vraiment de discrimination contre les ports ukrainiens. Et puis pour les énièmes conneries que j'ai encore lues dans les journaux occidentaux, est-ce que vous pourriez aller lire mon article que j'ai fait l'année dernière, s'il vous plaît, concernant vos histoires débiles de pont qui est trop bas et qui empêche les Panamax de passer. Les Panamax n'ont jamais pu entrer en mer d'Azov. Allô, Houston, les journalistes français sont priés de brancher leur cerveau s'ils en ont encore un en état de fonctionnement. J'en ai marre de lire ces conneries. Je l'ai même vu sur Arte, là encore, il y avait le père Vitkin et puis une autre folle, là, d'un espèce de think tank encore pro-occidental, là. Oui, parce que... qui nous a sorti cette bêtise que oui, maintenant les Panamax peuvent plus passer, machin, mais ils ont jamais pu passer ce putain de détroit qui a un tirant d'eau d'à peine 8 mètres. D'ailleurs, la mer d'Azov a une profondeur très faible du fait des sédiments, de la vase qui est tout de suite accessible. Voilà. Hein. De toute façon, avec 8 mètres de tirant d'eau, un Panamax, tu peux te la mettre derrière l'oreille, il passera jamais. Faut arrêter les conneries, quoi. Enfin, là, c'est n'importe quoi. Bref, en tout cas, suite à cette escalade dans la mer d'Azov, l'Ukraine a commencé à parler ouvertement de mêler la communauté internationale au statut de cette mer intérieure et d'y créer une base navale à Berdiansk, qu'on en avait déjà parlé. Hein, d'ailleurs, c'est suite à ça qu'ils avaient transféré quelques navires justement à Berdiansk en septembre 2018 et tout s'était bien passé. Ils avaient suivi la procédure, ils avaient même demandé un pilote russe qui était venu pour piloter leur navire à travers le détroit pour que tout se passe bien. On s'en souvient, puisque même Aksionov s'était un peu foutu de la gueule de l'état des bateaux ukrainiens. Oui, je me rappelle, c'était l'état de pendant ce temps-là à Kiev, sur les machins rouillés qui passaient sous le superbe pont tout neuf. Bon, en septembre 2018, ils ont appliqué la procédure, tout s'est bien passé. Bon.
Eh ben là, non, ils ont décidé de foutre la merde. Et donc ils ont Kiev a monté une provocation. 3 jours après la dernière mise en garde de Moscou contre le fait justement de vouloir foutre la merde dans le statut de la mer d'Azov, faire venir des bateaux de l'OTAN et autres bêtises du même tonneau. Et alors, je vais vous donner la chronologie complète. Je suis désolée, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est super important. Parce qu'en fait, il faut avoir la chronologie complète pour comprendre à quel point déjà les médias occidentaux et ukrainiens désinforment largement, mais pour vraiment comprendre ce qui s'est passé et à quel point la réponse russe a été tout à fait légale. Donc tout commence la veille, le 24 novembre. Au soir, le FSB découvre 2 navires ukrainiens, le Gorlovka et le Yanikapu, qui se dirigent vers le détroit de Kerch. Ils sont encore dans les eaux internationales. Les autorités maritimes leur rappellent les règles de navigation dans le détroit et la procédure de demande de passage. Donc si tu veux passer le détroit, tu dois demander 48 heures puis 24 heures à l'avance et confirmer, le tout est confirmé après 4 heures avant le passage et tu dois en gros te mettre dans une file d'attente. Hein, tu vois, comme quand tu fais la queue au guichet, là c'est pareil. Bon, les 2 navires répondent qu'ils ne prévoient pas de franchir le détroit de Kerch. Bon, dossier clôturé. Pendant la nuit, donc le 25 novembre à 2h05 du matin, le bateau de patrouille russe Izumrud découvre 2 autres navires ukrainiens, le Nikopol et le Berdiansk, au sud des eaux territoriales russes. Donc quand ils les découvrent, ils sont encore dans les eaux internationales. À 3h45, ils rejoignent le Gorlovka et le Yanikapu. Puis à 5h35 du matin, le Berdiansk annonce qu'il prévoit de passer le détroit de Kerch avec le Nikopol et le Yanikapu à destination du port de Berdiansk. Donc oui, il y a un navire qui porte le même nom que le port. Donc, là, les autorités maritimes russes rappellent au Berdiansk que le passage à travers le détroit leur est pour l'instant interdit et qu'ils doivent se conformer à la procédure. Donc en gros, si vous voulez passer, vous faites la queue. Vous demandez, vous faites toute la procédure, vous nous fournissez toutes les informations et on vous ajoute à la file d'attente. 15 minutes plus tard, le commandant du Berdiansk réclame un droit de passage immédiat au nom de l'accord qui est entre la Russie et l'Ukraine sur la libre circulation dans le détroit de Kerch. 6h30 du matin, les autorités maritimes refont un rappel au Berdiansk qui doivent demander la permission 24 heures avant, confirmer 4 heures avant le passage et se conformer au planning de franchissement du détroit. Or, ils n'ont pas fait de demande dans les temps impartis. Et c'est là que ça commence à partir en couille, parce que c'est là que les navires ukrainiens ignorent les ordres des autorités maritimes et poursuivent leur route vers le détroit, entrant dans les eaux territoriales russes à 7h10 du matin. Donc on montrera une petite carte, donc j'ai mis les heures autour de chaque position importante. Donc 7h10 du matin, ils franchissent les eaux territoriales au large de la Crimée. À 7h20, donc 2 bateaux de patrouille russes, le Don et le Izumrud, prennent alors des mesures pour empêcher le passage du détroit par la force par ces navires ukrainiens. Ils les appellent par radio, leur intiment l'ordre de quitter immédiatement les eaux territoriales russes. Pas de réponse et en gros, parle à mon cul, ma tête est malade. À 8h35, les navires ukrainiens sont mis en état d'alerte, leurs canons sont découverts, inclinés à 45 degrés et pointés vers les bateaux de la Fédération de Russie. Je le rappelle, en violation de l'article 19 de la Convention de l'ONU sur les lois de la mer. Donc les Russes leur refont un petit rappel à la loi, en leur signalant que menacer d'utiliser leurs armes dans les eaux territoriales russes sera considéré comme une violation du droit international et des lois de la Fédération de Russie. Ensuite, de 10h35 à 18h30, alors là c'est la partie de cache-cache. Donc ils se sont approchés du détroit, ils se sont retrouvés dans une zone qui s'appelle la zone d'ancrage 471, donc on va remontrer la carte, c'est le petit carré qui apparaît au sud du détroit, et c'est un truc qui est important, parce que je vais expliquer après pourquoi. Donc dans cette zone, les bateaux des gardes-côtes russes sont en train de les traquer et essayer de les maintenir en fait dans cette zone-là, pour éviter qu'ils passent en force le détroit. Donc devant le danger que représentent ces 3 navires, parce qu'ils sont en train de zigzaguer n'importe comment entre les navires, enfin du grand délire, la Russie décide de fermer temporairement le détroit de Kerch en installant un tanker vide en travers, pour les empêcher d'y passer si jamais ils arrivaient à échapper aux navires de patrouille, le temps de maîtriser les récalcitrants. La situation devient alors très très tendue. On craint quand même une grosse escalade. Résultat, la Russie envoie des hélicoptères, des Ka-52 et des Sukhoi 25 survoler la zone.
À un moment dans l'après-midi, les navires ukrainiens refusant toujours d'obtempérer, les bateaux du FSB, parce que c'est le FSB et les gardes-côtes qui les ont traqués, c'est même pas la marine russe, c'est important. J'en reparlais ça aussi après. Ils finissent par éperonner le plus lent des trois, c'est le Yannick Apou, qui est un simple remorqueur. Et puis après, presque 8 heures de jeu de cache-cache au milieu de cette zone d'ancrage. À 18h30, les navires ukrainiens mettent alors les gaz pour tenter d'échapper aux navires russes. Ces derniers leur intiment l'ordre de s'arrêter en vain. De 19h à 20h40, le Don et le Izumrud poursuivent les navires ukrainiens, leur envoyant signaux radio, sonores, lumineux et pyrotechniques pour qu'ils s'arrêtent. De nouveau, par la mon cul, ma tête est malade. À 20h42, le Izumrud avertit les navires ukrainiens que là, ils vont devoir tirer s'ils ne se décident pas à obéir. Donc, ça, c'est important. Donc, 20h42, premier avertissement. Silence radio. Donc, à partir de là, le commandant du Izumrud décide d'ouvrir le feu. À 20h45, il procède à un tir de sommation. Donc, il tire vers les bateaux, mais de telle façon qu'en gros, ça c'est le dernier avertissement. À 20h50, le Izumrud recontacte le Berdiansk par radio que s'ils ne s'arrêtent pas, il leur tirera dessus pour les stopper. Donc, premier avertissement, tir de sommation. Deuxième avertissement, c'est toujours par la mon cul, ma tête est malade. Résultat, à 20h55, le Izumrud ouvre le feu sur le Berdiansk dans les eaux territoriales russes. Donc, de nouveau, on remontrera la carte à 20h55, la position des bateaux au moment du tir. Donc, contrairement à ce que l'Ukraine peut raconter, non, ils les ont pas descendus dans les eaux territoriales, enfin dans les eaux internationales de la mer Noire. Enfin, ils étaient bien dans les eaux territoriales russes. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, 3 minutes plus tard, le commandant du Berdiansk appelle à l'aide en déclarant avoir 3 blessés. Le Izumrud aborde alors le Berdiansk, récupère l'équipage et prodigue les premiers soins aux blessés. Le Yannick Apou sera capturé par le navire russe Don et un hélicoptère KA-52 de l'armée russe va stopper le Nikopol, lui aussi dans les eaux territoriales russes, et il sera plus tard arraisonné par le bateau de patrouille Don. L'ensemble des équipages et leurs bateaux sont ensuite emmenés à Kerch. Les 24 membres d'équipage sont alors emprisonnés. La propagande ukrainienne a bien sûr fonctionné à plein régime. Ils ont augmenté le chiffre des blessés, la gravité des blessures, enfin, tout y est passé. Dans le même temps, devant l'échec de cette manœuvre, donc il faut savoir qu'à un moment, il y avait 2 navires qui étaient partis du port de Berdiansk pour essayer de venir porter secours à leurs copains de l'autre côté. Tu vois, ils espéraient arriver à passer le détroit pour leur porter secours. Bon, et bien sûr, ils se sont fait stopper par le FSB côté mer d'Azov. Bon, en voyant que c'était foutu pour foutu, ils ont fait demi-tour, ils sont rentrés au port. Ouais. Voilà. Donc bien sûr, suite à l'arrestation des 24 marins, la machine hystérico-politico-médiatique ukrainienne s'est emballée, hurle à l'agression russe, a mis son armée en état d'alerte maximum et le Conseil de sécurité ukrainien a alors proposé de décréter la loi martiale. Des gros délires. L'Ukraine et la Russie ont fait appel au Conseil de sécurité de l'ONU pour régler le problème. Parce que Kiev et ses patrons occidentaux ont hurlé à l'agression russe. Les faits montrent bien qu'il s'agit d'une provocation ukrainienne qui a viré au fiasco, voire à l'humiliation intégrale, comme l'a souligné Xavier Moreau, parce que, donc comme je le disais, les navires ukrainiens n'ont pas été stoppés par la marine russe, mais par le FSB. Ils sont armés, mais c'est pas la marine militaire. Les gardes-côtes. Alors, je vous laisse imaginer s'ils avaient réellement dû affronter la marine russe. Oui. Je pense que ça aurait été du plus grand comique. Mais c'était important que ce soit le FSB et pas la marine russe qui interviennent, justement pour éviter l'implication militaire. Parce que les gardes-côtes, c'est une toute autre force, c'est autre chose, tu vois. Donc ça évite de pouvoir déclarer que c'est un acte de guerre, parce que c'est pas un acte de guerre, c'est les gardes-côtes, c'est pas des soldats. Ça fait une énorme différence. C'est pour ça que la Russie a tenu à ce que ce soit le FSB qui contrôle la situation et pas la marine russe, qui pourtant est installée pas loin, puisqu'ils sont en Crimée. Bon, alors là, quand on voit cette gabegie, dont les preuves du côté complètement orchestré ont été publiées par le FSB, tu te poses la question du pourquoi. Parce que tu te demandes pourquoi Kiev a envoyé ses marins au mieux à une capture certaine, au pire à une mort certaine. Parce que moi, les tarés pro-Kiev qui hurlent, oui, ils avaient hâte de tirer pour tuer. Oui, mais enfin, ils ont été gentils, ils ont tiré une fois. Ils n'ont pas envoyé les bateaux par le fond. Ils ont attendu plus de 12 heures de course-poursuite
Ah oui, parce que ça s'est produit en un temps quand même relativement long, hein. C'est très long. Relativement Hein. long, ça a duré toute la journée ce cirque. Ce n'est que en soirée que vraiment, là ils ont dit bon, ça fait 12 heures que ça dure, on arrête les conneries. Bon, vous obéissez, sinon on vous tire dessus. Et comme je l'ai dit, il y a eu avertissement, tir de sommation, re-avertissement, et seulement après ils ont tiré. Donc venir hurler, ouais, ils ont tiré pour tuer, mais bande de connards, quoi. Je veux dire, n'importe quel policier qui poursuivrait un délinquant, qui avertit une fois, enfin menace une fois de tirer, fait un tir de sommation, puis menace et tire une deuxième fois, il n'est pas en tort, hein. Il avait totalement raison, et franchement... et puis, on le répète, c'est annoncé comme tel que cette arrestation a été faite dans les eaux territoriales russes, qui a toujours été russe, hein, c'est-à-dire même avant le tir a eu lieu dans les eaux territoriales qui sont au large de la Crimée. Par contre, effectivement, donc comme je le disais, quand ils ont fait ce jeu de cache-cache au milieu de la zone d'ancrage 471, on remontrera la carte, ce carré rouge, vous le voyez, il est à cheval sur cette ligne verte qui passe à travers le détroit, qui est en fait l'ancienne de la frontière, quand la Crimée était ukrainienne, qui était la frontière maritime entre l'Ukraine et la Russie au niveau du détroit de Kerch. Et comme vous le voyez, cette zone 471, elle enjambe. Et en fait, quand ils ont joué au chat et à la souris avec les gardes-côtes russes, ils sont passés à travers. Ils ont fait des incursions dans la zone dans territoriale. Les zones territoriales qui ont toujours été russes, même avant la réunification de la Crimée. Par contre, effectivement, les tirs ont eu lieu dans les eaux territoriales russes qui sont au large de la Crimée. De toute façon, d'un point de vue légal, comme j'ai toujours dit, la réintégration de la Crimée est parfaitement légale du point de vue du droit international. Donc, mais bon, voilà. Donc, bon, on peut se demander quand même, parce que bon, vu les navires ukrainiens face à la puissance russe, ils étaient sûrs de finir mal. Au lieu de se faire capturer, au pire de finir en récif artificiel. Oui. Comme je dis à certains trolls pro, autant que j'ai eu sous mes articles, Kiev peut s'estimer heureux que ces bateaux n'ont pas fini couler par le fond. Ah oui. Dire, les Russes ont été gentils, je connais d'autres pays qui auraient été beaucoup moins sympas. Oui. Hein, et qui auraient tiré beaucoup plus vite d'ailleurs. Hein. Ah oui. Il y a eu un débat sur la chaîne Rossia Adin où ils ont interviewé un expert qui est d'origine israélienne, qui vit en Israël, mais qui je pense a aussi la nationalité russe, Yakov, et ils leur ont dit, mais si c'est arrivé au large d'Israël, il dit, nous on aurait tiré beaucoup plus vite. Hein. Je suis d'accord. Tu vois, je veux dire, pour le mec... il a l'air de dire, en gros, même lui il disait, l'Ukraine peut remercier la gentillesse de la Russie, parce qu'il dit, les Russes ont été très patients et très gentils. Ils vous en ont pas trop mis dans la gueule. Ça va. Ouais, apparemment, il y a le cas des Américains qui en 2003, je crois que c'était en 2003 ou 1991, je ne sais plus, avant même que les Irakiens soient au courant que l'armée américaine lançait l'attaque, sont allés couler une partie de la flotte irakienne dans le golfe Persique, hein, avant même que quoi que ce soit ait été lancé. Et commencer, quoi. Non, bon, je veux dire, c'est ça qui me fait rigoler. Je veux dire, tu t'aurais des bateaux qui feraient ça au large des États-Unis, ils n'auraient pas attendu 12 heures avant de les descendre et de les couler par le fond. Hein, et ils auraient pas tiré une fois, ils auraient complètement déglingué. Moi, j'ai déjà vu comment les bateaux russes tirent sur des pirates somaliens. Oui, il y a une vidéo qui traîne sur internet, effectivement. Sommation, qu'on prenne toujours pas en face. Sommation, puis à un moment donné, blanc, mais là, voilà. c'est la première salve, c'est la bonne. Le bateau, il a été coulé par le fond. Ah oui. Voilà. Oui. Il n'y avait plus de bateau après. Donc là, ils ont été gentils avec le Berdiansk. Quand ils ont tiré une fois. Ouais. Une fois. Donc, je veux dire qu'ils viennent pas pleurer derrière. Faut arrêter les bêtises. En tout cas, donc la question du pourquoi est-ce qu'ils sont lancés dans ce qui allait devenir très certainement une gabegie. Je pense à chercher la réponse dans la réaction de Kiev à cette situation. Donc, cette histoire de loi martiale. Hein, ils sont allés pleurer auprès de l'OTAN, bien entendu, pleurer auprès de l'ONU, comme d'habitude. Alors, on va prendre la première, puisque juste après ça, ils ont voté donc la loi martiale en Ukraine, ce qui est rigolo, parce que comme l'a dit Poutine, depuis 2014, il y en avait des occasions de décréter la loi martiale, comme début de la guerre ici dans le Donbass, la loi martiale n'a jamais été décrétée. Hein. Là, 3 bateaux capturés, alors que manifestement ils sont en tort, là on décrète la loi martiale, c'est un peu bizarre quand même. Oui. Bon, la raison est tellement évidente que même les médias occidentaux s'en sont rendus compte et ils l'ont publié dans leurs papiers. Ouais, quand ça en arrive là, c'est que... Ouais, c'est pas bon là, c'est pas bon. Non.
Non. Bon, bah, bien entendu, c'est la suspension des élections présidentielles ukrainiennes qui, je rappelle, doivent avoir lieu en mars 2019. Je l'avais dit que Poroshenko chercherait à faire sauter les élections. Bah, c'est ça où il est pendu, parce que oui, s'il perd... voilà. Ah bah de toute façon, il est sûr de perdre, parce qu'il a à peine 9% d'intention de vote. Donc la Tymoshenko va s'arranger pour pas qu'il revienne dans la course la fois suivante. Voilà, et puis, en plus de la moitié des Ukrainiens, de toute façon, refuseraient de voter pour lui quoi qu'il arrive. Voilà. C'est-à-dire, même s'il passait au deuxième tour, c'est réglé. Il est sûr de perdre. Donc, voilà. Donc, puis s'il perd, non seulement lui, mais aussi un certain nombre d'officiels ukrainiens, comme Paroubi, Turchinov, enfin toute sa petite équipe, pourraient être jugés pour leurs crimes de guerre, le massacre d'Odessa. C'est ça. Tout ça. Voilà. Donc, et même si pour l'instant, c'est pas dit que Porky va arriver à prolonger la loi martiale jusqu'en mars, en tout cas, en attendant, il peut s'en servir pour truquer les élections en sa faveur. Il a déjà commencé, ça aussi je vais y revenir, puisque cette loi lui permet d'arrêter ses opposants majeurs, interdire leur parti. Il peut mettre tous les médias au pas, parce qu'en menaçant que s'ils ne diffusent pas la version officielle, il peut les couper. Voilà. Le but, c'est d'essayer de faire remonter sa cote de popularité. Et puis surtout, ça va lui permettre de se débarrasser de l'église orthodoxe ukrainienne canonique. Ça, je vais y revenir après. Parce que ça, c'est son gros problème. Ouais, mais là, c'est grave. C'est très grave. Là, c'est un très gros bidon d'essence. Là. Je vous dis clairement. En tout cas, dans l'évidence du but recherché par le président ukrainien, des voix discordantes se sont fait entendre en Ukraine, même parmi les plus russophobes. D'ailleurs, le vote de la loi martiale à la Rada, ça a été une épreuve de force. Plusieurs députés des partis d'opposition ont bloqué le podium du président du Parlement, parce que la ficelle était tellement grosse que la couleuvre ne passait pas. Donc, devant la polémique, Poroshenko a reculé en partie, parce qu'au début, il voulait la décréter pour 60 jours, il a reculé à 30. Et puis, il voulait la décréter dans tout le pays. Finalement, il l'a mis dans 10 régions. Soi-disant pour prouver que ça n'a rien à voir avec les élections. Bon, c'est aussi crédible que... Si certains de nos auditeurs se souviennent de cette pub pour la mousse au chocolat de chez je ne sais plus quelle marque, là, avec le gamin qui en avait partout et qui après accuse le poisson rouge, tu sais. Voilà, c'est à peu près ce niveau de crédibilité-là. Ouais. Voilà. En tout cas, à un niveau plus international, cette provocation pourrait servir de prétexte à l'OTAN pour renforcer sa présence en mer Noire, prétendument pour protéger l'Ukraine contre la méchante Russie, ce qui ferait encore grimper les tensions dans la région. Bon, je pense que c'est assez évident que Washington était derrière, parce que les USA ont tout de suite exprimé leur soutien à l'Ukraine. Oui, en mettant en demeure des Européens d'emboîter le pas. pas. Oui, de soutenir plus activement Kiev. Oui. Bon, les Européens, ils s'en foutent, ils se sont dit, vous avez qu'à régler ça en discutant avec les Russes. Donc, je pense que ça résume bien... leur estimation et leur évaluation de ce qui s'est passé. Pour ce qui est de l'ONU, la réunion en urgence du Conseil de sécurité n'a rien donné, puisque les Occidentaux ont voté, et l'Ukraine ont voté contre l'agenda proposé par la Russie pour les discussions. Donc tout ça, c'est pas juste une affaire interne à l'Ukraine, comme le pensent certains. Oui. C'est une manœuvre à tiroir qui va avoir des implications aussi bien locales que globales, qui risque d'augmenter le risque de conflit entre l'Occident, enfin surtout les USA en tête, et la Russie. Parce que je rappelle que les États-Unis ont besoin d'une guerre pour résoudre leurs petits problèmes tant économiques que géostratégiques, puisqu'ils sont en train de perdre leur hégémonie. Ils sont prêts à sacrifier l'Ukraine, mais aussi l'Europe. Vous ne l'aurez pas. Si vous pensez qu'en Europe vous êtes à l'abri, vous foutez le doigt dans l'œil jusque là où je pense, parce qu'ils en ont rien à foutre, Washington. Que vous vous fassiez vitrifier en retour, alors ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. Je vous le dis. Voilà, vous êtes prévenus. Voilà. En tout cas, la réponse de la Russie à cette provocation, elle aussi, est importante, puisque après plusieurs heures de tentatives de résoudre pacifiquement la crise en discutant avec les équipages ukrainiens, mais à la fin ils ont dû se résoudre à tirer pour les capturer, la Russie a envoyé un message clair. C'est, on veut la paix, mais si vous voulez absolument la guerre, vous allez l'avoir et ça va vous faire très mal. Et ça confirme, certains ont dit oui, c'est une faute de la Russie, puisqu'ils auraient dû ne pas réagir. Non. Comme je l'ai dit, lorsque l'Ukraine a annulé le traité d'amitié et de coopération avec la Russie, l'Ukraine a commis une faute stratégique majeure. La Russie a enlevé les gants pour taper. C'est fini la gentillesse. C'est-à-dire,
la Russie a changé de stratégie vis-à-vis de l'Ukraine. C'est terminé la patience infinie. Ça a été d'abord le MH17 avec la divulgation des informations sur le fait que la roquette de Buk qui était montrée par le JT est ukrainienne. Ça a été ensuite les sanctions contre l'Ukraine, comme je l'avais dit, ça c'était le deuxième round. La troisième, c'est ce qui s'est passé le 25. Il est très simple de régler les problèmes, nous en avons déjà parlé. En simplement 10 minutes, sur ordre de Washington, tous ces problèmes pourraient être réglés. Malheureusement, au vu de la déclaration faite par notre collègue ukrainien, j'ai l'impression qu'ils ont l'intention de poursuivre leurs actions d'agression. Et aujourd'hui, certains ont parlé de nos plans. Apparemment, nous voulons saisir Mariupol, c'est ça? Merci de confirmer, Mariupol. En conclusion, j'aimerais vous prévenir, les actions coordonnées par Kiev et Washington d'actions à l'encontre de la Russie risquent d'avoir de lourdes conséquences. Nous allons empêcher toute tentative d'entraver notre sécurité, notre souveraineté, notamment dans les eaux de la mer d'Azov et du détroit de Kertch. J'espère que tout le monde a bien compris le message. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Donc ça, c'est clairement, il y en a, faut pas qu'ils se leurrent là-dessus. En tout cas, cerise sur le gâteau, parmi les 24 marins arrêtés se trouvaient 2 agents du SBU, les services de sécurité ukrainiens. On se demande ce qu'ils font là. Hein? Donc, il y a eu 2 marins et un des agents du SBU qui ont été interrogés face caméra par le FSB, qui a publié ça sur Internet. Vidéo dans laquelle ils ont avoué avoir mené une provocation. Ils savaient parfaitement que c'était une provocation, qu'ils ont ignoré délibérément les ordres des autorités maritimes russes transmises par radio, qu'ils ont effectivement violé les eaux territoriales russes. Ils l'ont reconnu, oui. Voilà. L'un des 2 agents donc, trouvés à bord du Nikopol, Andrei Drach, est un officier de la 7e direction de renseignement militaire du SBU. Il a dit sans embâche face caméra qu'ils sont bien entrés donc, dans les eaux territoriales russes, qu'ils ont reçu des avertissements sur le fait qu'ils violaient la loi russe et qu'ils devaient en sortir. D'ailleurs, la présence de ces 2 agents russes a même été confirmée par nul autre que le directeur du SBU, Vassili Gritsak. Il a beau annoncer qu'ils étaient là au titre du contre-espionnage. Je pense sincèrement que la réalité est beaucoup plus prosaïque et qu'ils étaient là pour pousser les marins ukrainiens à mener la provocation jusqu'au bout et pour s'assurer qu'ils n'allaient pas se débiner en cours de route. Voilà. D'ailleurs, la preuve que c'était une provocation délibérée a été trouvée à bord des bateaux arraisonnés sous forme de papier. Donc, un qui prouve que les marins ukrainiens connaissaient la procédure de demande de passage dans le détroit de Kertch. Donc, ils avaient une cheat sheet, ils avaient une petite feuille de synthèse avec toute la procédure, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Et puis une autre qui contenait les ordres, entre autres l'ordre d'approcher secrètement du détroit de Kertch avant de le franchir. Donc, ce qui est un ordre bien débile quand même, parce qu'ils étaient sûrs de se faire repérer. Donc, c'est vrai que tu vois quand même que le commandement ukrainien prend vraiment ses soldats pour des Mongols, quand même. C'est quand même édifiant. En tout cas, Vladimir Poutine a commenté cette provocation lors du forum La Russie appelle, soutenant les actions des agents du FSB et condamnant la réaction occidentale. Il a dit comment les gardes-côtes auraient-ils dû agir? Des navires militaires avaient envahi les eaux territoriales de la Fédération de Russie, ne répondaient pas, et ce qu'ils allaient faire n'était pas clair. Comment auraient-ils dû agir? S'ils avaient agi différemment, ils auraient dû être traînés en justice. Donc il parle des agents du FSB. Mais ils ont accompli leur devoir, leurs ordres, en fait, ils ont rempli leur fonction légale de protéger l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. Donc là aussi, pour les trolls pro-OTAN qui nous sortent des délires de futurs purges au FSB parce que les agents du FSB auraient merdé, allez vous faire soigner chez un psy de toute urgence, s'il vous plaît. Donc Vladimir Poutine a rappelé que les navires militaires ukrainiens n'ont pas obéi aux ordres des gardes-côtes, sont entrés donc, dans les eaux territoriales russes, qu'ils se sont dirigés vers le détroit tout en ne répondant pas aux appels des gardes-côtes, qu'ils n'ont pas plus répondu à la proposition de s'arrêter dans la zone d'ancrage pour prendre un pilote russe pour le passage. Donc ce qu'il a dit, même après la violation de la frontière, les Russes, pour dire, ils ont été gentils. Ils leur ont quand même proposé de prendre un pilote. Silence, pas de réponse. Bon, écoute, au bout d'un moment, tu peux être gentil, tendre la main, mais bon, à un moment, il y a des limites. Le président russe a aussi tenu à souligner que l'Ukraine n'a plus que de la russophobie à vendre et que l'Occident continue d'acquiescer à tous les caprices de Kiev, même lorsqu'ils sont criminels. Il a dit « Parfois, je vois de manière étrange, même si je suis déjà habitué à beaucoup de choses, que les autorités actuelles de Kiev vendent avec succès leurs sentiments anti-russes. Elles n'ont plus rien d'autre à vendre, il semble que quoi qu'elles fassent, elles s'en tirent à bon compte. » Il a même dit que, sur le ton de la plaisanterie, que si les autorités de Kiev demandaient aujourd'hui des bébés pour le petit déjeuner, on les leur servirait probablement et on dirait qu'ils ont faim et qu'on ne peut rien y faire. Édifiant.
En tout cas, donc, comme je le disais, comme on pouvait le craindre, Poroshenko a décidé de se débarrasser de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou en utilisant justement la loi martiale récemment votée, puisque comme je le rappelle, l'UOCMP refuse de jouer dans cette mascarade organisée par Poroshenko et le patriarche de Constantinople, Bartholomé, donc concernant ces histoires d'autocéphalie. Et donc, comme je le craignais et comme je l'avais annoncé, Poroshenko veut se débarrasser de la variable qui pose problème dans l'équation, lui permettant d'obtenir l'autocéphalie tant désirée. Pour plusieurs députés d'opposition à la Rada, le gouvernement ukrainien va utiliser la loi martiale pour intimider ceux qui ne soutiennent pas l'autocéphalie en Ukraine. D'ailleurs, truc marquant, c'est que la loi martiale a été introduite dans les régions où l'UOCMP a un fort soutien de la population, ce qui pourrait affecter négativement la situation religieuse déjà tendue dans le pays et encourager les ultra-radicaux à s'en prendre encore plus aux églises de l'UOCMP. Et puis pour comprendre à quel point les promesses faites par Poroshenko de respecter l'UOCMP n'ont de valeur que pour ceux qui les écoutent, il suffit de voir ce qu'a déclaré Andrei Yurash, directeur du département des affaires religieuses et des nationalités du ministère ukrainien de la Culture, qui a dit que bien que la mise en œuvre de la loi martiale n'affecte pas directement la sphère religieuse, elle peut catalyser davantage tout ce qui se passe dans la société et ce que celle-ci attend. Cela pourrait inspirer de grands groupes sociaux, en clair les néo-nazis, à réaliser rapidement leur attente stratégique d'une église locale unie. Mais en réalité, cette loi martiale affecte déjà directement la sphère religieuse. Avant-hier, le métropolite Paul, père supérieur de la lore de Kiev-Pétchevsk, donc une de ces lores sur laquelle l'UOCKP, donc les schismatiques, lorgnent depuis un petit moment et qu'ils voudraient bien mettre la main dessus. Donc c'est un groupe de monastères et d'églises qui est pas loin de Kiev. Il a donc déclaré que les autorités ukrainiennes lui mettaient la pression. Il reçoit des menaces, des coups de fil, beaucoup d'autres choses. Il a d'ailleurs il dit craindre que les autorités engagent des poursuites contre lui et ne mènent des perquisitions. Eh ben ça n'a pas loupé. Dès le lendemain de cette déclaration, le SBU a débarqué chez lui pour mener une perquisition. Donc hier, le 30 novembre, ils sont arrivés à 8h du matin sans présenter aucun chef d'accusation et ont commencé à fouiller la maison alors que le métropolite ne se trouvait pas sur place. Magnifique. Donc comme on peut le voir, même si la loi martiale, soi-disant sur le papier, ne s'applique pas à Kiev, le SBU fait déjà comme si c'était le cas. Ils perdent pas de temps. Ils perdent pas de temps. Alors après, ils ont essayé de justifier le truc a posteriori en disant que c'était pour une procédure pour violation de l'égalité des citoyens selon la race, la nationalité, les croyances religieuses et l'incitation à la haine interconfessionnelle. Quand je vois que l'UOCMP et son métropolite ONUFR ne tiennent que des paroles d'apaisement, d'appel au calme et à la prière quand Philaret, donc le soi-disant patriarche de l'église schismatique, bénit des fresques et des criminels de guerre néo-nazis, dit que les résidents du Donbass doivent payer par leur souffrance et leur sang, leur volonté sécessionniste, et dit ouvertement vouloir dépouiller l'UOCMP de ses églises. Là, moi, j'ai dû me pincer quand même pour vérifier que je rêvais pas quand j'ai eu les conneries du SBU quand même. Parce que l'incitation à la haine interconfessionnelle, c'est plutôt Poroshenko et Philaret qui en sont coupables, pas ONUFR ou le métropolite Paul. Voilà. Ça, c'est le second pas après l'annulation de l'acte de transfert d'alors de Potchaïev à la communauté monastique qu'il occupe et qui, comme par hasard, appartient à l'UOCMP. Donc cette perquisition, c'est le premier pas pour moi vers les persécutions religieuses à l'initiative de Poroshenko contre l'église orthodoxe ukrainienne canonique. Pourquoi ? Parce que la situation devient urgente, puisque l'UOCMP refusant de jouer à cette mascarade, comme je le disais, en se réunifiant avec les églises schismatiques, Poroshenko doit s'en débarrasser. Parce que pour l'instant, faute des réunifications, le patriarcat de Constantinople a dû postposer le processus d'attribution de l'autocéphalie, puisque comme je l'avais dit, sans réunification, il n'y a pas de tomos d'autocéphalie. Or, Poroshenko en a besoin pour redorer sa cote de popularité avant les élections. Donc, là, même si le synode du patriarcat de Constantinople a préparé par anticipation la charte constitutionnelle de la future église autocéphale ukrainienne unie une fois le tomos accordé, ce n'est toujours pas fait, parce que la date du concile d'unification n'a toujours pas pu être fixée, puisque l'UOCMP refuse de jouer à ce délire. Il ne faut pas s'y tromper, les hiérarques de l'UOCMP ne seront que les premiers d'une très longue liste de personnes qui vont se retrouver dans la ligne de mire de Poroshenko et qui seront persécutées en conséquence sur base de cette loi martiale. D'abord, ils vont s'occuper de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou, puis ils viendront s'occuper des membres de l'opposition anti-Maïdan, et ils finiront avec les membres de l'opposition qui sont issus du Maïdan. Et là, la révolution de la soi-disant dignité, comme toutes les révolutions, dévorera ses propres enfants et il sera trop tard pour hurler à la dictature.
Ça, on l'aura prévenu. En tout cas, pensant à Kiev, j'ai 2 blagues, justement, qui font suite à ces histoires de provoque dans le détroit de Kerch. Puisque, suite à ça, bien entendu, la propagande ukrainienne hurle à la future offensive de l'armée russe, entre autres contre Mariupol. Et donc, CNN, la compagnie de fake news par excellence, a essayé de faire prendre la sauce de cette histoire de future offensive contre Mariupol. Alors là, ils ont réussi non seulement à se ridiculiser eux-mêmes, mais à ridiculiser toute la propagande ukrainienne avec, parce que donc ils sont venus sur place pour tourner un reportage sur la façon dont les habitants attendent au bord de la mer, non pas le mauvais temps, mais l'armada de l'OTAN. Il n'y a aucune chance que l'armada de l'OTAN foute les pieds dans la mer d'Azov. Oui. Parce que la Russie a un droit de regard, et puis en plus, ils ne pourront pas passer le détroit, donc vous pouvez oublier. Et alors, la réponse, donc ils ont interviewé, c'est assez drôle, donc le journaliste Nick Patton-Walsh a sorti de manière assez pathétique « Cette ville vit presque toujours dans la peur de l'invasion russe ». Il te sort sur un ton, je te jure, c'est épique, on mettra le lien vers la vidéo. Il a interviewé les femmes d'une usine de Mariupol, et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur réponse était assez croustillante. Parce que la première a sorti, si nous avions un président normal, les femmes auraient-elles à faire ce travail difficile, parce qu'elles ont un boulot de merde dans cette usine. Donc ça, c'est le premier coup de Jacques contre Porky. La deuxième a répondu, j'ai de la famille en Russie, nous sommes des Russes, je ne comprends pas ce conflit. Elles sont courageuses, parce que Azov et les bataillons néo-nazis sont dans le secteur. Attends, parce que la suite elle est encore mieux. Parce que la troisième te dit, j'ai de nombreux amis russes, nous nous inquiétons pour eux comme ils le font pour nous. Alors, le coup de l'agresseur russe, il se casse la gueule, mais bien comme il faut. Et alors la dernière, ça a été le pompon. Parce qu'elle lui a sorti, nous avons besoin d'un autre bon président, Poutine. Et là, elles ont toutes souri. Oups. Non, mais elles sont courageuses, parce qu'il y a alors, mais surtout, le plus beau, c'est que CNN a publié le truc. Moi, je serais le journaliste, je veux dire, si tu veux mener ta propagande jusqu'au bout, fais ça quand même comme il faut, quoi. Comme Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est journaleux. Et alors la deuxième, donc c'est l'une des variantes de la blague. J'ai vu passer une autre variante de la blague en russe qui est un peu plus courte, mais je suis pas arrivé à remettre la main dessus, donc je vous prends la version française que j'ai dégotée. Donc suite à l'arrestation de ces marins et de ces 2 agents du SBU, bien entendu, Kiev a déclaré que leurs aveux avaient été extorqués sous la torture. Alors, bien entendu, une source au sein même du FSB nous a confirmé ces informations et nous a même livré le récit détaillé de la séance de torture en question. L'agent du FSB qui demande sur ordre de qui avez-vous entrepris cette mission. Donc, pour la énième fois, il demande, mais les 2 officiers du SBU ne répondent toujours pas. Alors, l'officier du SBU soupire et puis dit, bon, tant pis, nous allons devoir employer d'autres moyens. Là, un soldat russe entre et dit, chef, le bain chaud et les vêtements secs pour les prisonniers sont prêts, ils peuvent y être conduits immédiatement. Puis il a jeté un petit regard dubitatif sur les officiers du SBU qui tournaient fièrement la tête et puis il a dit, ou pas. Bon. Là, on voit un petit frisson parcourir les chines des prisonniers, montrant qu'ils ont entendu les cruelles paroles du sbire russe. Son chef lui dit « Vous pouvez disposer ». Le soldat disparaît derrière la porte, un autre entre, portant une grande miche de pain sur une planche à découper. L'officier du FSB, avec un sourire sadique au coin des lèvres, bien entendu, oui. Prend le couteau, coupe lentement un morceau, faisant apparaître la mie savoureuse et moelleuse, avec l'odeur de pain fraîchement cuit qui emplit toute la pièce. Puis, bien sûr, histoire d'en rajouter, ça sent bon, mais c'est un peu sec, il dit. Il fait signe à son subordonné qui apporte sur la table une bouteille d'une espèce de vodka au piment typiquement ukrainienne. Là, les prisonniers avalent péniblement leur salive. Là, l'officier du FSB dit « Il vous suffit de répondre à nos questions pour... » Là, les 2 officiers du SBU regardent toujours la bouteille, ils serrent les dents et les poings. Bon, continuons, dit l'enquêteur. Là, de nouveau, la porte s'ouvre, et cette fois devant un plateau chargé de 2 profondes assiettes remplies de borщ chaud avec des beaux morceaux de viande. Là, les 2 prisonniers se blottissent l'un contre l'autre pour s'offrir mutuellement soutien dans cette rude épreuve, mais aucun ne sort de son silence obstiné. Et là, l'officier du FSB qui dit narquois, veuillez m'excuser, nous avons effectivement oublié quelque chose. Et donc là, ils amènent un autre plat, plein de petits pains briochés ronds, qu'on sert normalement avec le borщ, généreusement arrosé de sauce à l'ail. Donc là, les nerfs du plus jeune captif cèdent. Allez vous faire foutre, sale moscal, crie-t-il d'une voix au perché. Gloire à l'Ukraine. Et là, l'autre, son aîné, lui répond, gloire aux héros, les officiers ukrainiens ne se rendent jamais. Et là, l'officier du FSB dit, nous ne voulions pas en arriver là, mais il n'y a pas d'autre solution. Et là, tu as un autre soldat qui apporte solennellement un plat décoré sur lequel trône un impressionnant morceau de lard. Et là, cette ultime torture eut raison de la résistance des officiers du SBU, abandonnant tout espoir d'être sauvés par leurs forces armées. Ils se mirent à table.
Non, ils n'ont pas été torturés. Non, mais ils inspirent la moquerie, hein, c'est évident. Non, mais c'est mérité. clair. Hein. Non, la médiatrice aux droits de l'homme de Crimée a rendu visite à chacun des 24 soldats avant qu'ils soient envoyés à Moscou, parce que maintenant ils sont à Moscou, et elle a confirmé qu'ils ont été très bien traités, ils n'ont pas été torturés. Mais donc voilà, c'est ça la grosse news. Donc pour l'instant, on est un peu dans l'attente anxieuse, on va voir ce que va tenter l'armée ukrainienne. Là, ce groupe de DRG, de diversion qui a tenté de passer près de Lugansk, c'est un peu inquiétant. Ouais. Et on va voir, bon, je pense pas de toute façon qu'ils vont réussir à mener quoi que ce soit d'efficace, parce qu'on vit l'état de leur armée, c'est une catastrophe, puis surtout en plein hiver, ça va être sympa. Mais bon, situation à suivre. En tout cas, pour l'instant, la tendance n'est pas positive du tout. Il va surtout falloir surveiller la réaction de la communauté internationale à cette provocation made in Kiev. En tout cas, pour l'instant, ces soldats ukrainiens ont été arrêtés pour 2 mois en préventive, le temps de passer devant le tribunal pour violation de la frontière russe et donc refus d'obéir aux autorités maritimes, etc. Donc, contrairement à ce que certains ont pu dire, c'est pas des prisonniers de guerre. Pour que ce soit des prisonniers de guerre, il faudrait que l'Ukraine et la Russie soient officiellement en guerre et qu'ils aient été capturés lors d'une bataille. Là, ils n'ont pas du tout été arrêtés suite à une bataille ou quoi que ce soit. Ils ont été arrêtés comme des vulgaires fraudeurs qui auraient tenté de passer la frontière en douce, quoi. Donc, comme des clandestins, quoi. Tu vois, c'est à peu près ça. Donc, ce sont pas des prisonniers de guerre. Donc, ils ont le droit d'être. C'est des comment dire, des détenus de droit commun. Donc, on peut les montrer à la télé. Il n'y a pas de. Je ne serais pas étonné que même certains d'entre eux décident de rester en Russie. Bah écoute, on va voir. Pour l'instant, ils doivent être jugés. On va voir comment ça va se passer, s'ils vont être échangés, etc. Situation à suivre. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain site rep. Et bon, j'espère que d'ici là, l'armée ukrainienne ne tentera pas une nouvelle offensive gabegie, connerie, où que ce soit, parce que ils vont aller au casse-pipe. Donc voilà, donc je te souhaite une bonne soirée et à samedi prochain. Merci Christelle, effectivement, j'espère qu'il n'y aura pas d'offensive cette semaine non plus, et plus tard évidemment. A bientôt, bonne soirée, à samedi prochain Christelle, au revoir.